Le marché du mariage n'a jamais été une affaire d'amour. C'était une vente de bétail, drapée de soie, une vente lourde de l'odeur de lavande écrasée et de désespoir. Les ducs ne se mariaient pas par amour. Ils se mariaient pour des alliances de reproduction et une obéissance tranquille. Leonard connaissait les règles. Il devait entrer dans le salon, inspecter la marchandise, et choisir une épouse parmi les 3 filles impeccables et bien préparées qui lui étaient présentées. Mais le scénario était complètement faux, car Léonard ne voulait pas d'une poupée de porcelaine, il voulait la paix. Le trajet en calèche jusqu'au domaine des Harrington avait été brutal. Les ressorts étaient fichus. Chaque pavé transférait sa méchanceté directement dans le bas de la colonne vertébrale de Léonard. Il avait 32 ans, mais les rides sévères autour de sa bouche le vieillissaient. Et le cynisme permanent dans ses yeux gris lui donnait 10 ans de plus. Il était le duc de Wycliffe, un titre qui avait le goût de vieux cuivre sur sa langue. Il descendit dans l'air humide de l'automne. Ses bottes craquèrent sur le gravier de l'allée circulaire. La maison Harrington se dressait devant lui. C'était un étalage ostentatoire de briques géorgiennes et de lierre grimpant. Elle en faisait trop. Tout chez les Harrington en faisait trop. À l'intérieur, l'atmosphère était épaisse. Les feux avaient été attisés jusqu'à une chaleur rugissante et insupportable. Probablement pour faire rougir les joues des jeunes dames qui attendaient. Léonard tendit son lourd manteau de laine à un laquais tremblant. Son regard balaya le hall d'entrée. Les sols en marbre brillaient. L'argenterie était polie jusqu'à un éclat aveuglant. Votre grâce. Lady Harrington apparut en haut des escaliers. Son sourire était figé et prédateur. Elle portait une nuance de prune qui aurait dû appartenir à un évêque. Ses bijoux étaient un lourd avertissement cliquetant de ses ambitions. Nous sommes profondément honorés. Les filles sont hors d'elles depuis ce matin. Lady Harrington, murmura Leonard, offrant une révérence raide et brève. Il ne souriait pas. Il le faisait rarement, ce que la société avait décidé d'interpréter comme mystérieux. Ce n'était pas le cas. C'était de l'épuisement. Il la suivit dans le salon. C'était un décor de théâtre. Les rideaux étaient juste assez tirés pour laisser des rayons de lumière pâle illuminer le canapé en velours. 3 jeunes femmes y étaient assises dans des poses décalées et étudiées. On aurait dit un bouquet de fleurs très chères et très fragiles. Beat Béatrice, l'aînée, brune, vive et observatrice. Sa posture était d'une perfection rigide. Clara, la cadette, des boucles dorées, un doux sourire répété sur les lèvres. Ses mains étaient jointes sur ses genoux pour montrer la finesse de ses doigts. Louisa, la plus jeune, les yeux écarquillés, serrant un petit mouchoir brodé. Elle semblait à une brise près de s'évanouir. « Mes filles, votre grâce. » Lady Harrington annonça cela, comme un maître de piste présentant ses numéros vedettes. Beat Béatrice, Clara et Louisa. Les filles se levèrent à l'unisson. 3 révérences simultanées et identiques. Le bruissement de la mousseline et de la soie coûteuse emplit la pièce silencieuse. Leonard sentit un poids familier s'installer sur sa poitrine. C'était la gravité écrasante de l'attente. Il avait besoin d'une femme. Son domaine exigeait un héritier. Ses conseillers le harcelaient depuis 2 ans. Il faisait glisser des listes de femmes éligibles et dociles sur son bureau en acajou. Les Harrington étaient en tête de liste. Une lignée impeccable, des fortunes en déclin. Ils étaient désespérés, ce qui signifiait qu'ils seraient conciliants. Il s'assit dans le fauteuil à haut dossier, placé juste en face du canapé. On aurait dit un peloton d'exécution. « Veuillez vous asseoir », dit Léonard. Sa voix était un baryton grave et rauque qui semblait faire vibrer les délicates tasses de thé posées sur les tables d'appoint. Elles s'assirent. Le regard de Léonard dériva au-delà du canapé, au-delà de Lady Harrington, vers la périphérie de la pièce. Une ombre bougea près des lourdes portes en chêne. C'était une femme. Elle portait une robe grise simple et sans ornement. Elle n'avait ni les rubans, ni la dentelle des sœurs sur le canapé. Ses cheveux, d'un brun indéfinissable, étaient tirés en un chignon sévère et pratique à la nuque. Elle se tenait à côté d'un lourd chariot à thé en bois. Ses mains reposaient légèrement sur la poignée en argent. Elle était parfaitement immobile. Ses yeux étaient fixés sur le tapis, à motif sous ses chaussures en cuir usé et raisonnable. « Et qui est-ce » demanda Léonard, sans pointer du doigt, déplaçant simplement son menton vers le coin. Le sourire de Lady Harrington vacilla une fraction de seconde. La peau autour de ses yeux se tendit. « Oh, ce n'est que Jane.
la pupille de M. Harrington. Elle aide aux tâches ménagères. Ne lui prêtez aucune attention, votre grâce. Une fiction sociale polie pour une erreur illégitime. Leonard observa Jane un instant de plus. Elle n'avait pas tressailli quand son nom avait été prononcé. Elle n'avait pas levé les yeux. Elle se tenait simplement là, un fantôme dans une pièce construite pour les vivants. « Je vois », dit Léonard, reportant son attention sur le canapé. L'interrogatoire commença. Beatrice prit la parole. Elle était clairement la favorite, la championne désignée de la cause Harrington. « Nous avons lu votre récent discours à la Chambre des Lords. Votre grâce, » dit Beatrice en se penchant légèrement en avant. C'était un geste calculé pour montrer son intérêt. Votre position sur les tarifs agricoles était incroyablement audacieuse. Léonard observa ses yeux. Il n'était pas intéressé par le sujet. Il scrutait son visage en quête d'une réaction. Elle jouait aux échecs et elle était entièrement concentrée sur le prochain coup. « C'était entièrement pratique, Lady Beatrice, » répondit Léonard d'un ton plat. « Les fermiers meurent de faim. Les hommes morts ne peuvent pas récolter le blé. Ce n'est pas de l'audace. C'est de la simple arithmétique. » Le sourire de Beatrice resta figé. En effet, une vision remarquablement pragmatique. J'ai toujours cru qu'un grand domaine nécessitait un esprit pratique à sa tête. Elle marqua une pause, laissant l'implication flotter dans l'air lourd. Je suis pratique. Je peux gérer votre domaine. Léonard bougea sur sa chaise. La chaleur dans la pièce devenait oppressante. Clararara intervint, sentant sa sœur légèrement hésiter. Je préfère les arts, moi-même, lança-t-elle. Sa voix un tri délibéré et mélodieux. La politique est si terriblement sinistre. Avez-vous eu l'occasion de voir le nouvel opéra italien à Londres, votre grâce? La soprano était tout simplement divine. Je ne fréquente pas l'opéra, Lady Clarara. Leonard dit, je trouve que les hommes qui se crient dessus en italien me donnent mal à la tête. Clararara cligna des yeux, son rire répété mourant dans sa gorge. Louisa, la plus jeune, laissa échapper un couinement nerveux et serra plus fort son mouchoir. Lady Harrington intervint en douceur. Les filles sont si polyvalentes. Beatrice a une tête absolue pour les contes. Clarara joue du pianoforte avec l'habileté d'un maestro. Et Louisa, eh bien, Louisa a la plus douce des dispositions, un véritable ange. Léonard ressentit l'envie irrépressible de se lever et de sortir. C'était une performance entièrement dénuée d'humanité. Elles énuméraient leurs qualités comme s'il achetait une calèche. Des roues robustes, une belle sellerie, une conduite douce. Il regarda Beatrice, elle dépenserait son argent, organiserait des fêtes terriblement efficaces, et prendrait probablement un amant dans les 5 ans pour soulager son ennui. Il regarda Clarara. Elle remplirait sa maison calme et sombre de bavardages sans fin, exigeant de l'attention, exigeant d'être divertie. Il regarda Louisa. Elle se recroquevillerait devant lui. Elle était déjà terrifiée par sa présence. Il la briserait sans même essayer. Votre grâce désirerait-il un peu de thé? Demanda Lady Harrington, désespérée de briser le silence étouffant qui était tombé sur la pièce. Oui, dit simplement Léonard. Lady Harrington claqua des doigts, un son sec et retentissant. Dans le coin, Jane bougea. Elle poussa le lourd chariot en bois vers l'avant. Les roues grincèrent faiblement sur le plancher. Alors qu'elle s'approchait du centre de la pièce, Léonard l'observa. Elle se déplaçait avec une économie de mouvement. Pas de geste inutile, pas de fioriture. Elle arrêta le chariot à côté de la chaise de Léonard. De près, l'illusion de son invisibilité se brisa. Elle n'était pas un fantôme. Elle était intensément, inconfortablement réelle. Il y avait des cernes sombres sous ses yeux, témoignant de matins précoces et de nuits tardives. Sa peau était pâle, dépourvue de la chair pincée et rougie des sœurs sur le canapé. Et alors qu'elle attrapait la théière en argent, Léonard remarqua ses mains. Ce n'étaient pas les mains d'une dame. Les jointures étaient légèrement rouges, la peau sèche. Sur son poignet gauche, dépassant de la manchette en lin uni de sa manche, se trouvait une cicatrice de brûlure en forme de croissant, estompée. Elle versa le thé. Ses mouvements étaient précis. Le liquide ambré foncé décrivit un arc lisse du bec à la délicate tasse en porcelaine. Pas une seule goutte n'éclaboussa. « Du sucre, votre grâce ?» demanda-t-elle. Sa voix était basse, presque un murmure, mais elle manquait de la nervosité tremblante de Louisa,
ou du miel fabriqué de clarara. C'était juste une voix, plate, fatiguée. Réel. Non, dit Léonard. Jane attrapa les pinces pour placer une tranche de citron sur la soucoupe. Ce faisant, la manche de sa robe s'accrocha légèrement à la poignée du sucrier. Le bol bascula. C'était une minuscule erreur, une fraction de centimètre. Le bol en argent claqua contre le bois du chariot. Un petit tas de sucre blanc se renversa sur la surface polie. Le silence dans le salon devint absolu. Lady Harrington haleta. Une inspiration brusque qui sonna comme un coup de feu. Jane, espèce de fille maladroite et stupide. Jane se figea. Elle ne leva pas les yeux vers Lady Harrington. Elle ne regarda pas Léonard. Elle fixa le sucre renversé. Un tremblement microscopique parcourut ses épaules. Ce n'était pas de la peur, réalisa Léonard en la regardant. C'était un épuisement total et écrasant. La réaction d'une personne qui a simplement été poussée trop loin, trop longtemps, et qui ne peut plus rassembler l'énergie nécessaire pour affronter une autre tempête. « Je m'excuse, votre grâce », dit doucement Jane. Elle plongea la main dans la poche de son tablier, en sortit un simple chiffon blanc et commença à essuyer le sucre. Ses mouvements étaient maintenant précipités, frénétiques. « Laisse ça !» Siffla Lady Harrington, le visage rouge de fureur. « Disparais de ma vue. Je m'occuperai de ton incompétence plus tard. » Jane arrêta d'essuyer. Elle serra le chiffon dans ses mains rougies. Pour la première fois, elle leva la tête. Elle regarda directement Léonard. Ses yeux n'étaient pas d'une couleur frappante. Ils étaient d'un noisette boueux, simple et ordinaire. Mais il y avait en eux une profondeur qui coupa le souffle de Léonard. C'était un regard de résignation profonde et cynique. C'était un regard qui disait « Je sais exactement ce qu'est ce monde, et je n'en attends rien ». Elle ne supplia pas pour une intervention. Elle ne pleura pas. Elle le regarda simplement, reconnaissant sa présence, reconnaissant l'humiliation, et l'acceptant comme l'ordre naturel de sa misérable existence. Léonard sentit un changement soudain et violent dans sa poitrine, une fissure dans la glace. Il ne voulait pas de la politicienne, il ne voulait pas de l'artiste, il ne voulait pas de l'ange, il voulait la femme qui regardait le monde avec les mêmes yeux fatigués et meurtris que lui. Jane commença à reculer le chariot, se retirant dans son ombre. « Attendez, » dit Léonard. Sa voix n'était pas forte, mais elle possédait une gravité particulière qui cloua chaque personne dans la pièce au sol. Jane s'arrêta, ses mains agrippant si fort la poignée en bois du chariot que ses jointures devinrent blanches. Léonard se leva. C'était un homme grand, aux larges épaules. Et quand il se leva, il sembla absorber toute la lumière et l'air du salon. Il ignora les trois sœurs sur le canapé. Il ignora Lady Harrington, dont la bouche était actuellement légèrement ouverte de confusion. Il contourna la petite table et combla la distance entre lui et le chariot à thé. Il baissa les yeux sur Jane. Elle gardait le menton baissé, le regard fixé sur le bouton du milieu de son gilet. « Regardez-moi » ordonna-t-il doucement. Jane hésita, lentement, péniblement. Elle releva la tête. La résignation était toujours là, mais il y avait maintenant une lueur de confusion. Une minuscule et fragile étincelle de défense. Léonard tendit la main. Il ne toucha pas son visage. Il n'offrit pas un grand geste romantique. Il se pencha vers le chariot, ramassa le sucrier en argent et le redressa. Il prit ensuite sa tasse de thé de la soucoupe. « Vous avez versé une tasse de thé parfaite. » Dit Leonard, en maintenant le contact visuel. Jane cligna des yeux. « J'ai renversé le sucre, votre grâce. »« Je ne prends pas de sucre, » répondit-il. Le thé lui-même est intact. Il prit une lente gorgée. C'était chaud, amer et parfait. Excellent. Lady Harrington retrouva enfin sa voix. Elle était tendue, cassante et vibrante d'une panique mal contenue. « Votre grâce, je vous en prie, ne vous préoccupez pas de la servante. Beat Béatrice était sur le point de vous montrer la véranda. Les orchidées sont en pleine floraison. » Léonard baissa la tasse de thé. Il ne regarda pas Lady Harrington. Il garda les yeux rivés sur Jane. « Aimez-vous les orchidées, Jane » demanda-t-il. Le front de Jane se plissa. Elle regarda autour de la pièce, comme si elle s'attendait à trouver quelqu'un d'autre derrière elle. « Je ne sais pas. Votre grâce. Je n'ai jamais été autorisé à entrer dans la véranda. »« Dommage, » murmura Léonard. « J'imagine qu'elles sont belles, mais qu'elles nécessitent énormément d'entretien. Des choses capricieuses et fragiles qui se fanent dès que la température baisse. »
Il prit une autre gorgée de thé. « Je préfère les choses qui peuvent survivre au gel. » Il se tourna enfin vers Lady Harrington. La femme plus âgée s'agrippait au dossier du canapé en velours. Ses jointures étaient aussi pâles que celles de Jane. Les trois sœurs étaient assises dans un silence rigide et stupéfait. « Lady Harrington, » dit Léonard, sa voix retrouvant ce baryton bas et vibrant. « Je suis venu ici aujourd'hui pour remplir une obligation. On m'a dit que vous aviez une candidate appropriée pour une épouse. En effet, votre grâce. » Lady Harrington se ressaisit, forçant un sourire désespéré et tendu. « Béatrice est... J'ai fait mon choix, » interrompit Léonard. Le silence qui suivit était assez lourd pour fissurer les fondations de la maison. Il se retourna vers la femme en robe grise. Elle avait l'air terrifiée maintenant. La résignation s'était brisée, remplacée par un choc brut et pur. « Je choisis Jane, » dit Léonard. Un hoquet collectif résonna depuis le canapé. Louisa laissa même tomber son mouchoir. La bouche de Clara forma un O silencieux et parfait. Le visage de Béatrice se durcit en un masque de venin pur et absolu. « Votre grâce, vous devez plaisanter, » balbutia Lady Harrington, s'avançant, les mains levées dans un geste apaisant. « C'est très inapproprié. Jane est... Elle n'a pas de dot. Elle n'a pas de lignée. Elle est illégitime. » Le dernier mot fut craché comme du poison. « J'ai assez d'argent pour acheter tout ce comté. Lady Harrington, je n'ai besoin d'aucune dot, » dit froidement Léonard. « Quant à sa lignée, elle possède le seul trait que j'apprécie actuellement. »« Et quel est-il » exigea Lady Harrington, sa façade aristocratique se fissurant pour révéler la laide et avide désespérance en dessous. Léonard regarda Jane. Il regarda la cicatrice de brûlure sur son poignet. Il regarda l'épuisement dans ses yeux. « Elle sait comment survivre, » dit doucement Léonard. « Et elle sait quand garder le silence, ce qui est plus que ce que je peux dire de quiconque d'autre dans cette pièce. » Il offrit son bras à Jane. Jane fixa sa manche de drap sombre. Elle regarda le tissu coûteux, le bouton de manchette en or scintillant dans la lumière pâle. Puis elle leva les yeux vers son visage. « Vous ne voulez pas de moi ?» murmura-t-elle, sa voix rauque d'incrédulité. « Vous faites ça pour les humilier ?» Léonard ne sourit pas, mais les lignes dures autour de sa bouche s'adoucirent d'une fraction. C'était l'expression la plus sincère qu'il ait portée depuis des années. « Je fais rarement quelque chose juste pour contrarier les autres, Jane. Cela demande trop d'énergie, » répondit-il, son ton intensément privé, destiné uniquement à elle. « Je veux une vie tranquille. Je veux une maison où je n'ai pas à jouer un rôle. Je soupçonne que vous voulez la même chose. » Jane déglutit difficilement. Elle regarda les sœurs sur le canapé. Les femmes qui s'étaient moquées d'elle lui avaient donné des ordres et l'avaient traitée comme de la poussière sous leurs chaussures toute sa vie. Puis elle regarda le duc, un homme qui semblait aussi las du monde qu'elle. Lentement, sa main tremblante, elle tendit le bras. Ses doigts rugueux et usés par le travail se posèrent légèrement sur la fine laine de sa manche. « Alors, emmenez-moi loin d'ici, » dit-elle. « Volontiers, » dit Léonard. Il ne s'inclina pas devant Lady Harrington en sortant. Il sortit simplement par la porte, la femme en robe grise appuyée sur son bras, laissant derrière eux le silence lourdement parfumé et hurlant du salon. La portière de la calèche se referma avec un bruit sourd et final. On aurait dit le verrouillage d'un coffre-fort. Jane était assise, parfaitement rigide, sur le bord du siège faisant face à la route. La sellerie était d'un velours violet profond et meurtri, si moelleux qu'elle sentit qu'elle pourrait s'y enfoncer et disparaître. Elle gardait les genoux serrés, ses mains rugueuses par le travail crispées sur ses genoux. Les cuirs de ses chaussures usées effleuraient à peine l'épais tapis de fourrure sur le plancher. Elle avait peur de laisser une marque. Léonard était assis en face d'elle. Il n'avait pas parlé depuis qu'il l'avait aidé à monter dans la calèche. Il était adossé au coussin, une longue jambe étendue, l'autre pliée. Une image d'indifférence aristocratique et décontractée. Il regardait par la fenêtre le flou gris des bois extérieurs du domaine des Harrington. Le silence s'étira. Ce n'était pas le silence lourd et étouffant du salon des Harrington. C'était un silence vide et résonnant. Le silence d'une bombe qui avait explosé, ne laissant qu'un bourdonnement dans les oreilles. L'esprit de Jane s'emballait, un lapin paniqué dans un piège. Qu'a-t-il fait? Qu'ai-je fait? Elle n'avait pas de manteau. Le froid humide de l'automne s'infiltrait déjà à travers le fin coton gris de son corsage. Elle frissonna. Un petit sursaut involontaire de ses épaules.
Le regard de Leonard quitta la fenêtre. Il la regarda vraiment, cataloguant la blancheur pincée de son visage, la façon dont ses dents étaient serrées pour ne pas claquer. Sans un mot, il attrapa sur le siège à côté de lui son lourd manteau de laine. Il le jeta à travers le petit espace entre eux. Il atterrit sur les genoux de Jane, lourd et sentant une légère odeur de cigare, d'air froid, et quelque chose de distinctement masculin, du cuir et du lin propre. « Mettez-le, dit-il. » Jane fixa le manteau. Il valait plus que ce qu'elle avait gagné en une décennie à frotter les sols et à polir l'argenterie des Harrington. « Je ne pourrai pas, votre grâce. Il va se salir. » Léonard se frotta l'arête du nez, pinçant la peau entre son pouce et son index, comme pour repousser un mal de tête. « Jane, je suis un duc. Si le manteau se salit, j'en achèterai un autre, ou je le ferai nettoyer. Ce que je ne ferai pas, c'est rester assis ici, à vous regarder mourir de froid par un sens mal placé de la bienséance des serviteurs. Mettez le manteau. » Son ton n'était pas méchant, mais il ne laissait aucune place à la discussion. C'était le ton d'un homme habitué à une obéissance totale. Jane enfila lentement le lourd vêtement sur ses épaules. Il l'engloutit, l'ourlet traînant sur le sol, les manches dépassant de plusieurs centimètres de ses doigts. La chaleur résiduelle de son corps était piégée dans la laine. C'était la chose la plus chaude qu'elle ait portée en 5 ans. Elle enfouit son menton dans le col épais et ferma les yeux une seule seconde désespérée. « Mieux ?» demanda-t-il. « Oui, merci, votre grâce. Mon nom est Léonard. » Jane ouvrit les yeux. Elle regarda ses bottes, du cuir noir très poli, complètement immaculé. « Je ne suis pas sûr de pouvoir vous appeler ainsi. Votre grâce, vous allez être ma femme, » dit Léonard. Le mot sonnait étrange, et étranger dans l'espace exigu. M'appeler votre grâce à la table du petit déjeuner deviendra vite lassant. Épouse. Jane testa le mot. Il semblait lourd, comme une pierre sur sa langue. Pourquoi? La question lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. Elle se tendit immédiatement, s'attendant à une réprimande. Les Harrington avaient toujours puni les questions. Une servante ne demande pas, Jane. Une servante exécute. Léonard ne s'emporta pas. Il n'avait pas l'air en colère. Il regarda de nouveau par la fenêtre, observant les branches nues des chênes défiler. « Je vous l'ai dit, » dit-il doucement. « J'ai besoin d'un héritier. J'ai besoin de quelqu'un pour gérer ma maison. J'ai besoin de quelqu'un qui ne s'attendra pas à ce que je sois charmant, romantique ou infiniment présent. Je ne suis rien de tout cela. Lady Beatrice aurait pu gérer votre maison. » Fit remarquer Jane, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Elle est éduquée. Elle joue du pianoforte. Elle parle français. Léonard laissa échapper un souffle court et dur qui aurait pu être un rire. Beatrice Harrington aurait dépensé ma fortune à redécorer des salons que nous n'utilisons jamais et à recevoir des gens que je méprise activement. Elle aurait exigé un morceau de mon âme chaque jour, juste pour valider sa propre existence. Il tourna la tête, ses yeux gris se fixant sur les siens. « Vous ne m'avez rien demandé, » continua-t-il. « Vous avez renversé le sucre, et vous vous attendiez à ce que le monde vous punisse pour cela. Vous n'attendiez rien de bon. Nous partageons une philosophie, Jane. » Jane serra un peu plus le col du manteau autour de son cou. « Je suis illégitime, votre grâce, Léonard. Ma mère était une soubrette de cuisine. Monsieur Harrington est mon père, bien qu'il ne me reconnaisse que lorsque cela l'arrange de me rappeler ma dette envers lui, pour ne pas m'avoir laissé mourir de faim dans une ruelle. » Elle mit la laideur sur la table. Elle voulait qu'il voie la crasse, l'absence totale de pédigree. Elle voulait qu'il comprenne exactement ce qu'il avait mis dans sa calèche avant qu'il ne soit trop tard pour faire demi-tour. « Je sais, » dit Léonard. Jane cligna des yeux. « Vous savez, je suis un duc. J'emploie des enquêteurs très minutieux. » Répondit platement Léonard. « Je savais qui vous étiez avant d'entrer dans cette maison. Je ne m'attendais simplement pas à ce que ce soit vous qui versiez le thé. Je supposais qu'il vous aurait caché dans les cuisines. J'étais plus rapide que les laquais, » dit Jane, la réalité banale de sa vie lui échappant. Lady Harrington a exigé le thé immédiatement. J'étais la plus proche. Efficacité. Léonard hocha lentement la tête. J'apprécie l'efficacité. La calèche tangua alors qu'il tournait sur une route plus large et mieux pavée. Le trajet devint plus doux. « Où allons-nous » demanda Jane. « À Wycliffe » dit Léonard. « Mon domaine. C'est à environ 4 heures au nord. Nous nous arrêterons dans une auberge pour changer de chevaux,
et j'enverrai un cavalier en avance avec un message pour l'évêque. Nous serons mariés demain matin. Jane sentit l'air quitter ses poumons. Demain, il n'y a aucun avantage à attendre, dit Léonard doucement. Pas de mariage mondain à planifier, pas d'invité à convier, juste de l'encre sur un registre et une cérémonie tranquille dans la chapelle du domaine. Plus tôt ce sera fait, plus tôt vous pourrez prendre le contrôle de la maison, et plus tôt je pourrai retourner dans ma bibliothèque et être laissé en paix. C'était une transaction commerciale, froide, calculée, entièrement dépourvue de sentiments. Jane sentit une soudaine et féroce vague de soulagement. La romance était un mensonge vendu dans des brochures bon marché. L'amour était une arme utilisée par des gens comme les Harrington pour obtenir l'obéissance. Mais un contrat, un accord mutuel basé sur des besoins pratiques. Ça, elle le comprenait. Ça, elle pouvait y survivre. Très bien, dit Jane. Sa voix était maintenant stable. Le tremblement avait disparu. Léonard la regarda, une lueur de respect sincère réchauffant le gris froid de ses yeux. Il fit un unique et bref signe de tête. Ils firent le reste du trajet en silence. Le calme entre eux ne résonnait plus de choc, mais s'installait dans le rythme régulier et pratique d'une compréhension partagée. Le manoir de Wycliffe n'était pas une maison, c'était une forteresse. Quand la calèche ralentit enfin, gravissant une immense allée de gravier dans le crépuscule déclinant, Jane se pencha pour regarder par la fenêtre. Elle s'était attendue à une élégance géorgienne, des briques rouges et de hautes fenêtres en verre. Au lieu de cela, Wycliffe était construit en pierre sombre et patinée. Il s'étendait sur le paysage comme une bête endormie. Des toits d'ardoise lourds, des fenêtres étroites, et un lierre aussi épais que des chaînes d'encre s'accrochant au mur. C'était austère, c'était intimidant. Cela convenait parfaitement à l'homme assis en face d'elle. Les lourdes portes d'entrée s'ouvrirent avant même que la calèche ne s'arrête complètement. Une rangée de personnel, au moins 20 personnes, se tenait au garde-à-vous sur les larges marches de pierre. Ils étaient illuminés par la lueur orange vacillante des appliques murales en fer. Leonard sortit le premier. Il n'attendit pas un laquais. Il se tourna et offrit sa main à Jane. Elle hésita. Elle portait toujours son immense manteau de laine par-dessus sa simple robe de servante grise. Elle avait l'air complètement ridicule, une gamine des rues jouant à se déguiser. Mais elle posa sa petite main rugueuse dans sa grande main gantée et le laissa l'aider à descendre. Le personnel la dévisagea. Ils étaient formés pour ne pas le faire, mais le choc était palpable. Ils s'attendaient à ce que leur maître revienne avec une épouse mondaine et scintillante. Au lieu de cela, ils conduisaient une femme qui semblait appartenir à leur rang de laveuse sur les marches d'entrée. Un homme grand, d'une maigreur douloureuse, avec un nez en bec d'aigle, s'avança. Il portait le costume noir sévère d'un majordome. « Bienvenue chez vous, votre grâce », dit l'homme, sa voix un bruissement sec de feuilles d'automne. Ses yeux se fixèrent sur Jane une fraction de seconde, enregistrant le manteau, la robe simple, les chaussures usées. Son expression resta totalement vide. « Finch », reconnut Léonard. « Voici Jane. Elle sera la duchesse de Wycliffe d'ici demain après-midi. Veillez à ce qu'une chambre soit préparée pour elle ce soir. La suite bleue dans l'aile est. » Finch cligna des yeux. C'était un mouvement lent et délibéré, le seul signe que Léonard venait de lâcher une bombe dans le monde soigneusement ordonné du manoir. « Très bien, votre grâce. » « Et dois-je informer Madame Gable concernant la garde-robe de sa grâce? »« Oui, dit Léonard. Envoyez quelqu'un en ville dès demain matin. Une couturière, tout ce dont elle a besoin. » Il se tourna vers Jane, lâchant sa main. Le point de contact devint soudainement froid. « Finch vous montrera vos appartements. J'ai affaire au régisseur du domaine. Je vous verrai à la chapelle à 10 heures demain. » Il n'attendit pas de réponse. Il se tourna simplement et entra d'un pas décidé dans le hall d'entrée caverneux. Ses pas résonnèrent sèchement et fort contre le sol en marbre noir et blanc jusqu'à ce que les ombres l'engloutissent. Jane resta sur les marches, se sentant petite et terriblement exposée. Finch se racla la gorge. « Si vous voulez bien me suivre, madame ?» Elle le suivit. L'intérieur de Wycliffe était exactement comme l'extérieur. Des lambris de bois sombre, de lourdes tapisseries qui sentaient la poussière et les vieilles victoires. Des cheminées massives assez grandes pour rôtir un bœuf entier. Il faisait froid. Des courants d'air fantomatiques parcouraient les couloirs.
La suite bleue était plus grande que l'ensemble des quartiers des domestiques du domaine des Harrington. Le lit était un immense lit à baldaquin drapé de velours lourd. Un feu flambait déjà dans l'âtre, projetant une lumière chaude et dansante sur les tapis persans. Une femme de chambre montra sous peu, avec de l'eau chaude pour un bain. « Madame, » dit Finch en s'arrêtant à la porte, « désirerez-vous un plateau pour le dîner ?»« Oui, s'il vous plaît, » dit Jane. Sa voix semblait faible dans l'immense pièce. « Juste du pain et du fromage, c'est bien. » Le sourcil gauche de Finch tressaillit. Le cuisinier a préparé du faisan rôti. « Madame, je ferai monter un plateau convenable. » Il s'inclina et ferma la porte, la laissant seule. Jane se dirigea vers le feu. Elle enleva le lourd manteau de Leonard et le plia soigneusement, le posant sur une chaise longue en velours. Elle se tenait frissonnante dans sa fine robe grise, fixant les flammes. Elle allait être duchesse. La pensée était absurde. C'était une blague jouée par un univers cruel. Demain, il se réveillerait, Leonard réaliserait la folie pure de ce qu'il avait fait, et elle serait renvoyée chez les Harrington, où Lady Harrington l'enfermerait probablement dans la cave et jetterait la clé. Mais le lendemain arriva, et le duc ne changea pas d'avis. Le mariage fut d'une efficacité brutale. La chapelle du domaine était une boîte de pierre froide et humide, attenante au mur ouest du manoir. L'évêque, un homme corpulent qui semblait manifestement mécontent d'avoir été tiré de son lit confortable dans le village voisin, se précipita à travers la liturgie latine. Jane portait une robe que la couturière du village avait retouchée à la hâte ce matin-là. C'était une laine bleu marine sombre et sobre, pratique, chaude, sans particularité. Elle avait refusé le voile de dentelle que Madame Gable, l'imposante gouvernante, avait essayé de lui imposer. Leonard portait du noir. Il ressemblait moins à un marié qu'à un homme assistant à des funérailles. Ils se tenaient côte à côte devant l'autel. Ils ne se touchaient pas. Quand l'évêque demanda les alliances, Léonard sortit une lourde bague en or. Il prit la main gauche de Jane, ses doigts étaient chauds contre sa peau glacée. Il baissa les yeux sur sa main, son pouce effleurant brièvement une petite callosité sur son index. Il ne recula pas devant la texture rugueuse. Il glissa simplement la bague en or froid sur son doigt. Elle était trop grande. Elle tournait lâchement contre sa jointure. « Je la ferai ajuster par un bijoutier », murmura Léonard, sa voix destinée à ses seules oreilles. « C'est bien », chuchota Jane en retour. Elle serra la main en poing pour l'empêcher de glisser. « Je vous déclare mari et femme », déclara l'évêque, refermant son livre de prière avec un bruit sourd et retentissant. « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Il n'y eut pas de baiser. Léonard signa simplement le registre paroissial, tendit à l'évêque une lourde bourse de pièces et se tourna vers Jane. « C'est fait » dit-il. « Oui. » Ce soir-là, il n'y eut pas de grand festin. Ils dînèrent aux deux extrémités d'une table en acajou, qui pouvait facilement accueillir 30 personnes. Le silence était absolu, rompu seulement par le cliquetis de l'argenterie contre la porcelaine. Après le dîner, Léonard se retira dans sa bibliothèque. Jane fut reconduite à la suite bleue. Elle s'assit devant le feu, fixant la bague en or à sa main. Elle était la duchesse de Wycliffe, la femme la plus puissante du comté. Et pourtant, elle se sentait exactement la même, fatiguée, froide, et attendant que le couperet tombe. À minuit, un léger coup retentit à la porte reliant sa suite aux appartements du duc. Jane se figea. Son cœur battait un rythme frénétique contre ses côtes. Elle avait lu les brochures. Elle savait ce qu'on attendait d'une épouse. Elle n'y avait juste pas pensé. Elle ne s'y était pas préparée. Elle se leva, lissant les pans de sa chemise de nuit en coton épais. Entrez. La porte s'ouvrit. Léonard se tenait dans l'encadrement. Il avait enlevé son manteau de cérémonie et sa cravate. Il ne portait qu'une chemise de lin blanc déboutonnée au col et un pantalon sombre. Ses cheveux étaient en désordre, comme s'il y avait passé les mains. Il tenait 2 lourds verres en cristal et une carafe de liquide ambré. « Je n'arrivais pas à dormir », dit Léonard. Sa voix était rauque, fatiguée. « Moi non plus », répondit Jane, sa voix tremblant légèrement. Léonard entra dans la pièce. Il ne se dirigea pas vers le lit. Il marcha vers les 2 fauteuils à oreilles situés près du feu. Il posa les verres sur la petite table entre eux et versa une généreuse mesure de whisky dans chacun. Il en tendit un à Jane. « Buvez, dit-il. Ça aide contre le froid. » Jane prit le verre.
Elle prit une petite gorgée. Le liquide brûla une traînée de feu dans sa gorge, la faisant tousser. Mais une chaleur diffuse suivit rapidement. Léonard s'enfonça dans le fauteuil en face du sien. Il étendit ses longues jambes vers l'âtre et laissa échapper une longue et lourde expiration. La lumière du feu jouait sur les angles durs de son visage, adoucissant les lignes cyniques autour de sa bouche. « Vous êtes terrifié, affirma-t-il, en regardant dans son verre. « Je ne suis pas sûr de mes devoirs. Votre grâce, Léonard, Léonard. » Il leva les yeux vers elle. « Vos devoirs sont de gérer la maison, d'empêcher Madame Gable de pousser les femmes de chambre aux larmes, et de veiller à ce que Finch ne dépense pas tout mon argent en porte-coûteux pour les caves. C'est tout. » Jane serra plus fort le verre en cristal. « Et un héritier. » Léonard ferma les yeux un long moment. Quand il les rouvrit, le cynisme était de retour, masquant toute vulnérabilité qui avait pu motiver sa visite nocturne. « Je suis un réaliste, Jane. J'ai besoin d'un fils pour empêcher mon cousin, un homme avec une dette de jeu assez grande pour couler un cuirassé, d'hériter de ce domaine et de le vendre en pièces détachées. Mais je n'ai pas besoin d'une martyre. » Il prit une longue gorgée de whisky. « Nous sommes des étrangers. Vous avez passé la matinée d'hier à polir de l'argenterie pour une femme qui vous traitait comme un chien errant. Vous m'avez épousé aujourd'hui. Je ne vais pas vous traîner dans ce lit ce soir et exiger que vous accomplissiez un devoir intime pour un homme que vous ne connaissez pas. » Jane le fixa. La décence purement pragmatique de cette déclaration lui coupa le souffle. « Quand vous serez prête, continua Léonard, sa voix basse et stable. Si jamais vous êtes prête, nous franchirons ce pas. D'ici là, vous avez vos appartements. J'ai les miens. Vous êtes en sécurité ici, Jane. » Un nœud serré et dur dans la poitrine de Jane. Un nœud qui était resté enroulé depuis le moment où elle avait réalisé que sa mère était morte et qu'elle était entièrement à la merci du monde. Se desserra soudainement. Une seule larme chaude s'échappa de son œil et glissa sur sa joue. Elle l'essuya rapidement avec le dos de sa main rugueuse. « Merci, » murmura-t-elle. Léonard ne fit pas remarquer la larme. Il leva simplement son verre vers elle. « À la survie, duchesse, » dit-il doucement. Jane leva son verre, la bague en or surdimensionnée scintillant à la lumière du feu. À la survie. Une grande maison n'est pas un foyer, c'est une machine. Et comme toute pièce de machinerie complexe, elle nécessite de l'huile, de l'entretien, et un maître qui comprend comment les engrenages tournent. Madame Gable, la gouvernante en chef du manoir de Wycliffe, avait été le maître incontesté de la machine pendant 15 ans. C'était une femme bâtie comme un four à briques, portant des robes de bombazin qui bruissaient d'autorité martiale, et portant à sa taille un trousseau de clés en fer qui cliquetait comme celui d'un gardien de prison. Elle n'aimait pas la nouvelle duchesse. Jane était assise derrière l'imposant bureau en chêne dans le salon du matin, le 4e jour de son séjour à Wycliffe. Le bureau était couvert de registres reliés en cuir, de factures de bouchers et de listes d'inventaire. Le linge de l'aile des invités doit être remplacé. Votre grâce, annonça Madame Gable, se tenant rigidement de l'autre côté du bureau. Son ton était poli, parfaitement obséquieux, mais ses yeux étaient froids, d'un silex scrutateur. Il est pratiquement usé jusqu'à la corde. Nous avons toujours commandé le coton égyptien de Londres. Jane baissa les yeux sur le registre devant elle. Elle fit glisser un doigt le long d'une colonne de chiffres. Le linge de l'aile des invités a été remplacé il y a 3 ans, Madame Gable. Il a été beaucoup utilisé, votre grâce. Le duc n'a pas reçu d'invités dans cette maison depuis 5 ans, déclara Jane, sa voix calme, sans inflexion. Elle ne leva pas les yeux du livre. J'ai compté les parures dans l'armoire en cèdre hier après-midi. Il y a 40 parures de linge en coton égyptien. 20 d'entre elles sont encore dans leur emballage papier d'origine. La mâchoire de Madame Gable se serra. Une légère rougeur monta sur son cou épais. Je dois m'être trompé dans mon inventaire, votre grâce. Il semble que oui, dit Jane. Elle ferma le registre. Elle leva enfin les yeux, son regard noisette et boueux, rencontrant le regard furieux de la gouvernante. Nous ne commanderons pas à Londres. Vous pouvez réaffecter la lingère, Sarah, aux cuisines. J'ai remarqué qu'elle a du mal avec les fers lourds à cause d'une claudication, mais elle se déplace assez vite pour aider le cuisinier à la préparation. Engagez une fille plus forte du village pour la lingerie. Madame Gable se raidit. Je m'occupe des affectations du personnel, votre grâce. Vous vous en occupiez, corrigea doucement Jane. Je m'en occupe maintenant.
Jane ouvrit un tiroir et en sortit un lourd trousseau de clés en fer. C'était un double des clés maîtresses de la maison. Des garde-manger, des caves, des coffres à argenterie. Leonard les avait laissés sur son oreiller le lendemain de leur mariage, un transfert de pouvoir silencieux. Elle posa les clés sur le bureau avec un bruit lourd. « Je sais comment fonctionnent les maisons, Madame Gable, » dit Jane, son ton conversationnel, mais doublé d'acier. « Je sais combien de farine entre dans un pain standard. Je sais exactement combien de charbon un feu de cette taille brûle en une semaine. Je sais que si le boucher nous facture 3 shillings pour un morceau de bœuf, le personnel de cuisine touche probablement une commission sur le poids excédentaire. » Madame Gable eut l'air d'avoir été giflée. Les dames de haute naissance qu'elle avait servies avant Jane n'auraient pas su le prix d'un pain, même si on le leur avait martelé sur la tête. Elles se souciaient des arrangements floraux et des plans de table. Elles laissaient la gestion de la maison aux professionnels. « M'accusez-vous de vol, votre grâce ?» demanda Madame Gable, sa voix tremblant d'indignation. « J'établis simplement une base de référence, » répondit Jane. « Ce qui s'est passé avant mon arrivée est du passé. À l'avenir, les comptes seront équilibrés. Le personnel sera traité équitablement, mais le gaspillage ne sera pas toléré. Le duc n'aime pas le gaspillage. Très bien, votre grâce, s'étrangla Madame Gable. Elle fit une révérence raide et saccadée et s'enfuit pratiquement de la pièce. Jane laissa échapper un long soupir une fois la porte refermée. Ses mains tremblaient. Elle les pressa à plat contre le bois frais du bureau pour les calmer. Elle détestait la confrontation. Cela lui retournait l'estomac. Mais elle savait que si elle montrait de la faiblesse, le personnel la dévorerait vivante. Elle n'était pas une dame de naissance. Elle ne pouvait pas commander le respect par sa seule lignée. Elle devait le gagner par sa compétence. La porte reliant le salon du matin à la bibliothèque s'ouvrit. Léonard s'appuya contre le cadre de la porte. Il tenait un livre dans une main, son doigt marquant sa page. Il portait une vieille veste de chasse confortable, semblant détendu d'une manière qu'il était rarement. « Du coton égyptien » demanda-t-il. Un léger sourire narquois jouant au coin de sa bouche. Jane sentit ses joues s'échauffer. « Vous écoutiez. Je lisais. Vos voix portent, » dit Léonard, se détachant du cadre de la porte et entrant dans la pièce. « Vous l'avez parfaitement gérée. Elle pile les comptes depuis des années. Je n'ai jamais eu l'énergie de la renvoyer et de former une remplaçante. Je ne l'ai pas renvoyée, » dit Jane sur la défensive. « Elle est efficace. Elle a juste besoin de limites. Elle a besoin de savoir qu'elle est surveillée. » Léonard s'arrêta près du bureau. Il baissa les yeux sur les registres, soigneusement empilés, l'encre fraîche là où Jane avait fait ses corrections d'une écriture petite et précise. Il regarda les lourdes clés en fer posées près de son coude. Puis il la regarda. Il ne voyait plus une servante terrifiée se noyant dans un manteau trop grand. Il voyait une femme qui avait pris un manoir tentaculaire et chaotique et l'avait remis en ordre en moins d'une semaine, sans élever la voix. Il voyait un esprit qui fonctionnait avec la même logique pratique et impitoyable que le sien. « Vous êtes exactement ce dont cette maison avait besoin », dit doucement Léonard. Ce n'était pas un compliment romantique, c'était une déclaration de fait. Mais pour Jane, une femme qui avait passé toute sa vie à s'entendre dire qu'elle était un fardeau, une erreur, une preneuse de place inutile, c'était la plus belle chose que quelqu'un lui ait jamais dite. Elle leva les yeux vers lui, le duc cynique et épuisé qui avait misé sa lignée sur une fille versant le thé. « Vous m'avez donné les clés, » répondit Jane en touchant le trousseau de fer froid. « Je ne fais que mon travail. » Léonard se pencha sur le bureau. Il ne toucha pas son visage. Il couvrit de sa main celle de Jane, celle qui reposait sur les clés. Son pouce effleura légèrement la bague de mariage en or surdimensionnée. « Ce n'est pas juste un travail, Jane, » dit-il, sa voix baissant d'un octave, perdant son détachement habituel. « C'est votre maison. Vous êtes la duchesse de Wycliffe. Ne laissez personne, ni le personnel, ni la société, et certainement pas les Harrington, vous dire le contraire. » Il serra sa main une fois, une pression solide et rassurante, puis la relâcha et retourna dans la bibliothèque, laissant la porte ouverte entre eux. Jane regarda sa main. La bague en or semblait un peu moins lourde. Les murs de pierre de ce manoir semblaient un peu moins froids. Elle prit sa plume, la trempa dans l'encrier et tira le registre suivant vers elle. La machine fonctionnait sans accroc, et elle était enfin exactement là où elle devait être. L'hiver arriva à Wycliffe, non pas avec une douce chute de neige,
mais avec un vent hurlant et brutal qui arracha les dernières feuilles des chênes et transforma l'allée de gravier en un désert gelé. À l'intérieur du manoir, cependant, la température avait fondamentalement changé. Jane était assise dans la bibliothèque, le seul son étant le grattement de sa plume à pointe d'acier sur le lourd parchemin du registre de la maison. Un immense feu rugissait dans l'âtre, projetant un cercle de chaleur intense qui tenait à distance le froid humide des murs de pierre. Elle fit une pause, consultant un deuxième livre. Les chiffres étaient profondément satisfaisants. La machine était réglée. Le gaspillage avait disparu. Finch apparut dans l'embrasure de la porte. Son visage habituellement impassible portait une micro-expression que Jane, après 2 mois, reconnaissait comme une profonde irritation. « Votre grâce, dit Finch, sa voix un râle sec. Une calèche est arrivée. Elle porte les armoiries de la famille Harrington. » La plume de Jane s'arrêta. Une goutte d'encre noire se forma à la pointe, gonfla et tomba, tachant la colonne parfaite de chiffres. Son estomac se noua. C'était une réaction viscérale, involontaire. Un fantôme de la jeune fille affamée et terrifiée qui tressaillait au son de pas lourds dans l'escalier de service. Elle prit une lente et délibérée inspiration. L'air froid de la pièce frappa l'arrière de sa gorge. Elle baissa les yeux sur la bague en or à sa main gauche. Elle ne tournait plus lâchement. Elle avait enroulé un épais morceau de fil ciré à l'arrière, pour qu'elle tienne bien contre sa peau. « Faites-les entrer dans le salon, Finch, » dit Jane. Sa voix était stable. « Faites préparer un plateau de thé. Je les rejoindrai sous peu. »« Très bien, votre grâce. » Finch marqua une pause. « Dois-je informer le duc ?»« Non, » dit Jane en fermant le registre. « Laissez-le travailler. Je vais m'en occuper. » Quand Jane ouvrit les lourdes portes en chêne du salon, l'agression visuelle fut immédiate. Lady Harrington arpentait la pièce dans une profusion de velours vert émeraude, son chapeau à plumes tremblant d'énergie agitée. Beate Béatrice se tenait près de la fenêtre, drapée de bordeaux, regardant le paysage hivernal désolé avec un dégoût manifeste. Elles se tournèrent lorsque les portes se refermèrent. Les yeux de Lady Harrington balayèrent immédiatement Jane. Elle cherchait la servante. Elle cherchait la robe grise, les chaussures usées, la tête baissée. Jane portait une robe de jour en laine bleu saphir profond. Elle était sans fioriture, dépourvue de la dentelle et des rubans frivoles que les Harrington affectionnaient. Mais la coupe était impeccable, taillée sur mesure par la meilleure couturière du comté. Sa posture était droite. Ses mains étaient calmement jointes à sa taille. Jane, souffla Lady Harrington, se remettant de son choc et le remplaçant par un sourire maternel fabriqué qui n'atteignait pas ses yeux froids. « Regarde-toi, jouant à la grande dame. Nous devions simplement venir. Nous nous inquiétions pour toi, enterré ici dans la nature sauvage avec, avec un homme de la réputation redoutable du duc. » Beate Béatrice offrit un sourire pincé et condescendant. « Nous nous attendions à te trouver complètement dépassée, Jane. Wycliffe est un vaste domaine, trop vaste pour quelqu'un de ton éducation limitée. » Jane ne mordit pas à l'hameçon. Elle n'expliqua pas les registres, ni les caves réorganisées, ni le fait que Wycliffe fonctionnait plus harmonieusement qu'il ne l'avait fait en une décennie. Elle se dirigea simplement vers la sonnette près de la cheminée. « Vous devez avoir froid du voyage, » dit Jane, sa voix portant le même détachement plat et poli que Léonard utilisait. « J'ai commandé du thé. » Lady Harrington s'irrita du ton dédaigneux de Jane. Le jeu maternel disparut. Jane s'arrêta. « Tu portes peut-être sa bague, mais nous savons tous pourquoi il t'a choisi. Il voulait un chien qui n'aboie pas. Il voulait une servante qu'il pouvait mettre dans son lit. » Jane s'arrêta. Elle se tourna lentement. La peur avait entièrement disparu. À sa place se trouvait une clarté froide et dure. Elle regarda Lady Harrington, la regarda vraiment, et vit au-delà du velours et des plumes. Elle vit une femme désespérée et vieillissante, noyée dans les dettes, s'accrochant à une pertinence sociale. Elle vit de la faiblesse. « Vous vous trompez, Lady Harrington, » dit doucement Jane. Il ne voulait pas d'une servante. Il voulait une partenaire qui comprenait la valeur du silence, quelque chose que ni l'une ni l'autre n'avait jamais maîtrisé. Beate Béatrice rougit d'un rouge laid et marbré. « Comment oses-tu parler à ma mère ?» Les portes du salon s'ouvrirent. Léonard se tenait là. Il portait encore ses bottes d'équitation. De la boue éclaboussait le cuir sombre, une cravache tapotant rythmiquement contre sa cuisse. Il avait l'air massif, il avait l'air dangereux.
Finch m'a dit que nous avions une infestation, dit Leonard. Sa voix était un grondement sourd qui vibrait à travers le plancher. Il ne regarda ni Lady Harrington ni Beat Béatrice. Il regarda directement Jane. « Vous dérange-t-elle, Duchesse ?»« Duchesse. » Il insista sur le titre, le transformant en une arme. Lady Harrington déglutit difficilement, son arrogance s'évaporant sous son regard. « Votre grâce. Nous ne faisions que passer en route pour Londres. Nous souhaitions présenter nos respects à la nouvelle mariée. Vous les avez présentés, dit Léonard. Il entra dans la pièce, traversant la distance pour se tenir à côté de Jane. Il ne la toucha pas, mais sa proximité était un bouclier physique. « Maintenant, vous pouvez partir, votre grâce, » balbutia Beat Béatrice, tentant un sourire aguicheur qui mourut instantanément sous son expression glaciale. « Vous nous offrirez sûrement un repas chaud, avant de nous renvoyer dans le froid. »« Wycliffe n'est pas une auberge, Lady Beat Béatrice, » répondit Léonard. « Et vous n'êtes pas invité. Finch vous raccompagnera. » Lady Harrington ouvrit la bouche pour argumenter, mais la finalité absolue et écrasante dans les yeux de Léonard l'arrêta. C'était le regard d'un homme qui pouvait la ruiner avec une seule lettre à son banquier, et elles le savaient toutes les deux. Sans un autre mot, Lady Harrington rassembla ses jupes de velours et se dirigea vers la porte. Beat Béatrice la suivait comme une ombre effrayée. Quand les portes se refermèrent, le silence revint dans la pièce. Léonard baissa les yeux sur Jane. Il nota la ligne rigide de ses épaules, la façon dont elle agrippait le tissu de sa jupe à s'en blanchir les doigts. « Pourquoi ne m'as-tu pas fait appeler ?» demanda-t-il doucement. « C'étaient mes fantômes, » répondit Jane, forçant ses mains à se détendre. « Je devais me prouver qu'ils ne pouvaient plus me hanter. » Léonard tendit la main, sa main gantée traçant la ligne de sa mâchoire. C'était un contact bref, étonnamment doux. « Ils sont partis, Jane, » dit-il. « Ils ne remettront plus jamais les pieds sur cette propriété. » Jane leva les yeux vers lui. L'armure cynique qu'il portait pour le monde était tombée, ne laissant que la réalité féroce et protectrice de l'homme en dessous. « Je sais, » murmura-t-elle. Cette nuit-là, le vent hurla autour des tourelles de pierre de Wycliffe, faisant vibrer les épaisses vitres des fenêtres. Jane était assise dans sa chambre, vêtue de sa lourde chemise de nuit en coton. Une seule bougie vacillait sur sa coiffeuse, projetant de longues ombres mouvantes sur le sol. Dans sa main, elle tenait un petit morceau de papier froissé. C'était une note écrite des années auparavant par la cuisinière en chef du domaine des Harrington, une femme cruelle qui se délectait de tourmenter la pupille illégitime. « Tu es de la saleté, Jane. Tu mourras dans la saleté, et personne ne gaspillera une pierre pour marquer l'endroit. Apprends ta place. » Elle l'avait gardée pendant des années. Une punition, un rappel de ne jamais espérer, jamais atteindre, jamais attendre autre chose que les cendres dans l'âtre. Elle se leva, se dirigea vers la cheminée et laissa tomber le papier dans les flammes. Il se recroquevilla, noircit et disparut en quelques secondes. Un léger coup retentit à la porte communicante. Cela faisait 2 mois. 2 mois de dîners partagés, de soirées tranquilles à lire près du feu, et un respect mutuel et tacite, qui s'était épanoui en quelque chose de plus profond, quelque chose d'enraciné dans une confiance absolue. Il avait tenu parole. Il n'avait jamais exigé son lit. Il lui avait donné la sécurité, et en retour, elle avait donné à sa maison chaotique l'ordre et la paix. « Entrez », dit Jane. Léonard entra. Il était habillé comme la nuit de leurs noces, chemise blanche ouverte au col, pantalon sombre. Mais il ne portait pas de whisky cette fois. Ses mains étaient vides. Il s'arrêta à quelques pas d'elle. La lumière du feu attrapa les fils d'argent qui commençaient à apparaître à ses tempes. Il avait l'air fatigué, mais ce n'était pas l'épuisement profond qu'il portait à la maison des Harrington. C'était une lassitude plus douce. « Vous avez brûlé quelque chose », nota-t-il, sentant la fumée âcre du papier. « Un souvenir d'une vie que je ne mène plus », répondit Jane. Elle ne recula pas. Elle tint bon, le regardant. Le noisette boueux de ses yeux était clair et direct. Léonard passa une main dans ses cheveux. « J'ai passé les 60 derniers jours à vous regarder ressusciter cette maison, Jane. Je vous ai vu tenir tête à une femme qui vous terrifiait. Et je vous ai vu le faire avec une grâce que je ne pourrais jamais atteindre. Je vous ai dit que je voulais une vie tranquille. Je vous ai dit que je voulais quelqu'un qui n'exigerait pas un morceau de mon âme. » Il fit un pas de plus. L'espace entre eux disparut. « J'avais tort, dit Léonard.
sa voix tombant dans un murmure rauque. « Je veux que vous l'exigiez, parce que je me surprends à vouloir vous le donner. » Le souffle de Jane se bloqua dans sa poitrine. Elle n'était pas une romantique. Elle connaissait la réalité des hommes et des femmes. Mais ce n'était pas une transaction. C'était un homme qui enlevait sa propre armure et lui tendait la lame. Elle leva les mains. Ses mains étaient encore rugueuses. Les callosités de des années de récurage de Souls ne disparaîtraient jamais complètement. Elle posa ses paumes contre sa poitrine, sentant le battement solide et lourd de son cœur sous la fine chemise de lin. « Je ne sais pas comment être une épouse dans le noir, Léonard, » avoua-t-elle, déposant sa dernière vulnérabilité sur la table. « Je ne sais que travailler, je ne sais que survivre. » Léonard couvrit ses mains rugueuses de ses grandes mains chaudes. Il ne recula pas devant ses callosités. Il pressa ses mains plus fort contre sa poitrine. « Alors nous apprendrons ensemble, » dit-il. Il l'embrassa. Ce n'était pas une étreinte désespérée tirée d'un roman bon marché. C'était lent. C'était profondément délibéré. C'était une question posée et répondue en l'espace d'un seul souffle. Ses lèvres étaient chaudes, cartographiant la forme de sa bouche avec une révérence qui fit monter de nouvelles larmes à ses yeux. Les mains de Jane glissèrent sur sa poitrine, s'enroulant autour de son cou, le tirant plus près. La laine épaisse de son pantalon frôla le fin coton de sa chemise de nuit. Il la souleva. Il ne demanda pas la permission, mais le mouvement était si fluide, si totalement sûr, qu'elle ne ressentit aucune peur. Il la porta jusqu'au massif lit à baldaquin et la déposa contre le lourd couvre-lit de velours. Il n'y eut pas de déclaration fleurie dans le noir. Il n'y eut que des souffles étouffés, le bruissement du lin et la chaleur profonde et rassurante d'un autre être humain. Quand il se déplaça enfin au-dessus d'elle, son poids la pressant dans le matelas, il s'arrêta. Il baissa les yeux sur son visage, lisant la tension dans sa mâchoire. « Regardez-moi » ordonna-t-il doucement, faisant écho aux mots qu'il avait prononcés dans le salon des Harrington. Jane ouvrit les yeux. Elle rencontra son regard. « Vous êtes en sécurité » murmura Léonard, en embrassant la cicatrice de brûlure estompée sur son poignet gauche. « Vous êtes à moi, et je suis à vous. » La douleur fut brève, une piqûre aiguë de réalité rapidement avalée par une vague déferlante de chaleur et de friction. Jane haleta, ses mains s'enfonçant dans l'étendue lourdement musclée de son dos. Il ne s'agissait pas de devoir. Il ne s'agissait pas de produire un héritier pour tenir à distance un cousin joueur. C'était une ancre jetée dans une eau profonde et calme. Ils s'accrochèrent l'un à l'autre dans l'obscurité veloutée. Deux survivants cyniques et épuisés qui avaient enfin trouvé un endroit où se reposer. Une année est une longue période dans une maison qui a enfin appris à respirer. Le manoir de Wycliffe était méconnaissable par rapport au tombeau de pierre froide où Léonard avait amené Jane. Il était toujours vaste, il était toujours imposant, mais les courants d'air avaient été colmatés. Des feux brûlaient vivement dans des âtres qui étaient restés froids pendant une décennie. Le personnel se déplaçait avec détermination, sans la terreur que Madame Gable avait autrefois instillée. Elle était remplacée par une loyauté profonde et féroce, envers la femme silencieuse aux clés de fer à la taille. C'était fin décembre. La neige tombait en rideaux épais et lourds devant les fenêtres de la bibliothèque, ensevelissant le domaine sous une couverture blanche étouffante. À l'intérieur, la chaleur était absolue. Léonard était assis dans son fauteuil en cuir près du feu, lisant un traité sur la réforme agricole. Il avait bien vieilli au cours de l'année écoulée. Les lignes de tension permanentes autour de sa bouche s'étaient adoucies. Il ressemblait à un homme qui était enfin bien dans sa peau. Jane était assise sur le tapis à ses pieds. Il était tout à fait inconvenant pour une duchesse de s'asseoir par terre, mais Jane s'en moquait, et Léonard la préférait là, où il pouvait tendre la main et poser sa main sur son épaule pendant qu'il lisait. Elle était adossée à ses jambes, fixant les flammes. Ses mains reposaient sur la courbe lourde et gonflée de son ventre. Elle était enceinte de 7 mois. La société avait été scandalisée lorsque la nouvelle avait finalement fuité. La servante illégitime avait assuré la lignée. Les Harrington auraient fui sur le continent pour échapper à l'humiliation de leur erreur de calcul. Jane ne se souciait pas de la société, et elle ne se souciait certainement pas des Harrington. L'enfant donna un coup de pied, un coup sec et violent contre ses côtes. Jane grimaça, laissant échapper un souffle brusque. Léonard baissa instantanément son livre.
Sa main quitta son épaule pour couvrir la sienne sur son ventre. Il attendit. Une seconde plus tard, l'enfant donna un autre coup de pied, frappant contre la paume de la main de Léonard. Un lent et sincère sourire se dessina sur le visage de Léonard. Il le transforma complètement, effaçant le duc cynique et ne laissant qu'un homme entièrement captivé par un miracle qu'il ne croyait pas mériter. « Il est agité ce soir », murmura Léonard, son pouce frottant des cercles apaisants sur la laine tendue de sa robe. « Elle s'entraîne », corrigea Jane, penchant la tête en arrière contre son genou. Elle sait qu'elle va naître dans une maison qui exige une forte colonne vertébrale. Léonard eut un petit rire, un son profond et grondant qui vibra dans le dos de Jane. Si elle a ta colonne vertébrale, Jane, le monde devra se préparer. Il posa le livre de côté. Il glissa de sa chaise, se laissant tomber sur le tapis à côté d'elle. Il ajusta sa position pour que Jane puisse s'appuyer contre sa poitrine, enroulant ses bras autour d'elle par derrière. Il posa son menton sur le dessus de sa tête, respirant l'odeur de lavande et de savon propre. Ils regardèrent le feu en silence. Les flammes rugissantes consumaient les grosses bûches, les transformant en braises incandescentes et fragiles. « Penses-tu parfois à ce jour-là » demanda doucement Jane, ses mains couvrant les siennes là où elles reposaient sur leur enfant. « Quel jour ?»« Le jour où tu as choisi le thé. » Leonard resserra ses bras autour d'elle. Il pensa au salon lourdement parfumé. Il pensa aux yeux vifs et calculateurs de Bede Beatrice, au rire forcé de Clara, à la terreur de Louisa. Il pensa à la femme en robe grise qui avait renversé le sucre, et l'avait regardée comme si elle s'attendait à un coup. « J'y pense chaque fois que j'entre dans cette maison et que je ne ressens pas l'envie de partir immédiatement, » dit Léonard. Il déposa un baiser dans ses cheveux. « J'y suis allé en cherchant une transaction. Jane, je voulais acheter la paix. » Il marqua une pause, sa voix devenant rauque d'une émotion qu'il exprimait rarement, mais qu'il prouvait constamment. « J'ai acheté une fondation à la place. Tu n'as pas seulement réparé ma maison, tu as réparé l'homme qui y vivait. » Jane tourna légèrement la tête, posant sa joue contre son épaule. Elle regarda sa main gauche. Les callosités s'estompaient, lissées par le temps et l'absence de travail brutal. La lourde bague en or n'avait plus besoin d'un fil ciré. Elle lui allait parfaitement. Elle avait survécu à la saleté. Elle avait survécu au gel. Et elle avait bâti un feu qu'aucun hiver ne pourrait jamais éteindre. « Nous nous sommes réparés l'un l'autre, Léonard, » murmura-t-elle. Le vent hurla dehors, projetant la neige contre les épaisses vitres de la bibliothèque. Mais à l'intérieur, la forteresse tenait bon. La machine fonctionnait parfaitement. Et le duc et sa duchesse étaient assis près du feu, profondément et tranquillement contents de l'empire qu'ils avaient bâti à partir d'un bol de sucre renversé. Le marché du mariage exigeait la perfection, mais Léonard a prouvé que parfois, la chose la plus précieuse qu'une personne puisse offrir n'est pas une lignée sans défaut. C'est le courage de survivre et la sagesse de savoir ce qui compte vraiment. Jane est passée du nettoyage des sols dans l'ombre à la direction du manoir de Wycliffe, non pas par la manipulation, mais par une compétence pure et indéniable. Un partenariat authentique basé sur la confiance surpassera toujours une romance superficielle. La transformation de Jane de servante à duchesse vous a-t-elle donné des frissons? Si vous avez aimé cette romance profondément ancrée sur la survie, le respect et le défi des règles de la société, appuyez sur le bouton « J'aime ». Partagez cette histoire avec tous ceux qui aiment les héroïnes puissantes et pragmatiques. Et abonnez-vous à la chaîne pour plus de drames historiques qui montrent, plutôt que de raconter, à quoi ressemble le véritable amour. Laissez un commentaire ci-dessous. Quel a été votre moment préféré entre Léonard et Jane?